Donc je vais vous parler donc, du terminal 4. Voilà, donc je vais vous parler du terminal 4 qui correspond finalement à rien d'autre que la prise en compte de l'accueil de nos futurs passagers dans le cadre de la croissance naturelle du trafic aérien. Alors vous le savez comme moi que le trafic aérien, c'est une activité qui, bon an mal an dans le monde, augmente, vous savez bien mieux que moi d'ailleurs. Régulièrement tous les 15 ans, qui double à peu près tous les 15 ans. Et aujourd'hui, alors évidemment, cette activité n'est pas aussi marquée en France, mais par effet induit, on pense récupérer un certain nombre de pourcentage d'augmentation de ce trafic, et notamment sur Paris. Et ce qui est visé aujourd'hui, c'est une augmentation du côté de 2037, de l'année 2037. On estime qu'on aura de 35 à 40 millions de passagers supplémentaires. Or aujourd'hui, tu peux les rouler, merci. Encore un peu plus loin, voilà. Encore plus loin, on va passer ici. Voilà. Donc, donc on vise aujourd'hui à peu près 35 à 40 millions de passagers supplémentaires. Et pour ça, pour accueillir raisonnablement et correctement nos passagers, il nous faut une nouvelle infrastructure. Donc la loi sur les autorisations environnementales nous oblige, maintenant ne nous permet plus de faire du fractionné, c'est-à-dire mettre en place des infrastructures au fur et à mesure de l'évolution du trafic aérien, et on est obligé de donner une vue globale de ce que sera notre infrastructure sur un certain nombre d'années, au lieu de le faire comme on pouvait le faire précédemment de manière fractionnée. Alors pour ça, donc, on a un projet qui s'appelle le Terminal 4, qui, vous le voyez, est situé dans ce rectangle-là. Alors, ce Terminal 4, il est, vous le voyez, à l'est du Terminal 1, et il est au nord du Terminal 2. Alors, ce Terminal 4, qu'est-ce que c'est? Concrètement, de quoi il est composé? Alors, il est composé, bien entendu, de dessertes de route, et puis surtout d'un grand bâtiment. Donc, il n'y aura pas de pistes supplémentaires, par contre, il y aura des voies de circulation supplémentaires. Et c'est un bâtiment qui nous permet d'assurer nos process aéroportuaires qui sont classiquement, vous savez aussi bien que moi, l'enregistrement, les contrôles à l'immigration, les contrôles à la sûreté et l'embarquement. Alors, comme je le disais, pas de nouvelles pistes, il n'y a pas d'extension de l'aéroport, à proprement parler. Et ça consomme 167 hectares au centre de la plateforme, sans consommation, et on y tient énormément, sans consommation de terrain agricole. Bien sûr, ce Terminal 4, il sera Smart 4.0. On utilisera énormément tout ce qui est Big Data, on commence à le faire, mais de plus en plus. Big Data, intelligence artificielle. On prendra en compte tout ce qui est, en termes d'architecture, tout ce qui est architecture bioclimatique et nouvelles données environnementales. Le coût, c'est à peu près 8 milliards d'euros, alors entre 7 et 9, donc on est en train de discuter avec les compagnies aériennes, et vous savez que dans ces cas-là, c'est toujours très compliqué. Donc entre 7 et 9 milliards, on va dire 8 pour simplifier, et c'est un chantier qui durera, on l'espère, de 2021 jusqu'à 2037. La prochaine slide, s'il vous plaît. Appuyez là. Ah, tu peux appuyer là, pardon, c'est moi qui... Voilà, alors les grands jalons du calendrier, donc vous savez qu'on est parti dans une concertation publique. Aujourd'hui, on a une quinzaine de réunions publiques. On va avoir 25 ateliers thématiques avec la riverainté. Et on a également 4 réunions thématiques sur des grands thèmes, domaines qui touchent au Terminal 4 et qui intéressent la société en général. Les descentes douces, ou continues, comme vous voulez. Tout ce qui touche à l'emploi et la formation, tout ce qui va toucher à l'accessibilité à la plateforme, et bien sûr tout ce qui va également toucher au bruit et à la santé. Voilà, donc là on est parti pour 3 mois de concertation. Au mois de juin, Aéroport de Paris prendra une décision en prenant en compte bien sûr tout ce qui aura été dans la concertation. On espère les premiers coups de pioche du côté 2021 après une enquête publique, et pas une enquête publique, une enquête d'autorisation environnementale qui sera dans le deuxième semestre de 2020, pour avoir ce qu'on appelle un premier processeur. Donc le premier processeur, c'est-à-dire une capacité d'enregistrement, d'embarquement et d'immigration en 2028,
sur une partie du terminal 4 pour avoir ensuite enfin un terminal 4 définitif en 2037. Alors les ambitions du projet, quelles sont-ils? Donc je vous disais, hein, il faut qu'on réponde à cette demande internationale du trafic aérien mondial. Ça c'est un des premiers points très très importants du terminal 4. Le deuxième, c'est bien entendu continuer à assurer à la France et à Paris une connectivité de Paris et de la France. Donc cette connectivité, c'est-à-dire une capacité à connecter Paris aux grandes capitales transcontinentales et qui est un vecteur, qui sont des vecteurs, enfin cette connectivité étant un vecteur de l'efficacité économique de la France. Bien sûr, ça va de pair, et c'est très très important, améliorer la fluidité du parcours passager. Et donc, c'est ce dont je vous parlais juste avant, hein, tout ce qui est la logique de terminal Smart 4.0, mais également contribuer à l'emploi. Donc, nous, on estime que ce terminal 4 va générer jusqu'à 50 000 emplois. Alors, bien sûr, les riverains nous posent la question, mais quelles sont les autres alternatives? Quelles sont les alternatives au terminal 4? En fait, aujourd'hui, je me dis terminal 4, c'est très bien, mais en fait, examinons ensemble les alternatives. Alors, la question pourrait être, peut-on accueillir 35 à 40 millions de passagers supplémentaires dans les infrastructures actuelles? Donc là, c'est très simple, la réponse est absolument pas, ce n'est absolument pas possible. Aujourd'hui, Paris CDG, c'est maximum 80-82 millions de passagers et on est incapable de les accueillir convenablement ou même tout simplement de les accueillir, ces 35 millions de passagers supplémentaires dans les infrastructures actuelles. Et donc, ne pas avoir un terminal 4 à CDG, ce serait refuser des passagers, ce serait refuser la croissance. Alors, après, on peut me dire, oui, mais vous avez Orly. Sauf qu'Orly, aujourd'hui, est plafonné à 250 000 mouvements, que ça, d'ailleurs, notre ministre, enfin, pardon, la ministre, excusez-moi, de temps en temps, je ne suis pas encore schizophrène, a indiqué que les mouvements, le plafonnement des mouvements d'Orly serait indiqué dans la loi. Donc, on n'est pas prêt de sortir de 250 000 mouvements. Et puis, ce qu'on a pu montrer également, c'est que sur des alternatives qui seraient un autre aéroport, l'État a indiqué dans les années 2000 qu'il n'était pas possible d'en faire d'un autre aéroport, en tout cas pour Paris, dans la région parisienne ou la grande région des Hauts-de-France notamment. Voilà, donc a priori nous n'avons pas d'autre alternative pour développer un aéroport parisien, enfin plutôt pour accueillir ces passagers que de développer ce terminal 4. Alors, un autre des points, ce serait de dire, pourrait-on accueillir ces passagers dans d'autres terminaux, dans d'autres aéroports, dans d'autres terminaux, notamment sur les aéroports de province? Alors, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ce n'est pas l'aéroport de Paris qui crée l'équilibre économique des lignes. Aujourd'hui, tout simplement, ce que montrent aujourd'hui les compagnies aériennes, c'est que on arrive à avoir des équilibres économiques de lignes transcontinentales quand les lignes partent de Paris et pas de la province. Alors, on peut le regretter, mais c'est ainsi. Alors, bien sûr, un des engagements fondamentaux du groupe ADP sur le terminal 4, c'est son engagement environnemental. Alors, on se veut être un acteur là-dessus totalement exemplaire. Donc, moi, je citerai notamment sur l'air, l'émission et le climat, le fait que nous avons diminué depuis 2009 l'empreinte, ou plutôt les émissions de CO2 par passager de 65%. Alors vous me direz, le grand public se moque éperdument et totalement du fait que ça soit ramené par passager, et nous disent qu'il faut viser plus fort, aller plus vite en termes d'environnement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on signifie, ce qu'on dit très fort, c'est qu'en 2030, nous serons à neutralité carbone sur toutes les activités internes de Paris CDG. Alors, comment on va arriver à cette neutralité carbone? Très clairement, on va y arriver en électrifiant l'ensemble de notre flotte de véhicules, totalement, et en incitant notamment les partenaires à faire de même. Bien sûr, on fera de plus en plus recours à de l'énergie, géothermique notamment, et puis des achats d'énergie verte. Voilà, donc ça, ce sont
les grands éléments qui nous permettront de viser cette neutralité carbone à 2030. Et puis ensuite, on va voir d'autres éléments sur les réparties énergie, bruit, eau et sol, déchets et biodiversité. Alors, sur la partie d'abord bruit, ce qu'on tient à dire, c'est que le groupe ADP, là-dessus, pratique et adepte de la politique de l'OACI, qui est l'approche équilibrée. Alors, l'approche équilibrée, vous la connaissez mieux que moi, c'est 4 grands piliers. D'abord, le progrès technique, et force est de constater que les avions font de moins en moins de bruit, en tout cas, quand on compare celui d'un A321 Neo et celui de la 380 tout court, 321 Neo ou celui de la 380 avec celui de la Caravelle, il n'y a pas photo. Le deuxième volet, c'est le strict respect du PEB, c'est-à-dire qu'on essaye d'imposer à nos riverains, ou plutôt aux élus de nos territoires, de respecter le PEB pour limiter l'urbanisation, bien sûr. Le troisième volet, c'est de construire avec nos amis du SNA des approches qui soient à moindre bruit, et notamment les centres continus est un des éléments. Et puis le quatrième volet, non des moindres, c'est la restriction à l'aéroport de Paris-CDG d'un certain type d'avion. Alors, que peut-on dire sur le bruit? On a aujourd'hui, alors après ça peut être critiqué, mais on a aujourd'hui une mesure objective du bruit qui s'appelle l'IGMP. Donc l'IGMP, il a été fixé sur les années, sur une moyenne des années 2000, 2001, 2002 à 100, en disant voilà, le bruit, l'empreinte du bruit, l'empreinte sonore sur une année de Paris-CDG, sur la moyenne 2000, 2001, 2002, elle est de 100. Et ça, c'est mesuré avec des capteurs réels. Ce n'est pas des calculs de mathématiciens dans un coin, ce sont des empreintes sonores réelles à partir de capteurs sur place. Donc ce qu'on peut constater, c'est que l'IGMP, elle est aujourd'hui de 66,7. Donc elle a fortement diminué, même si le trafic a augmenté, grâce au progrès technique des avions, très clairement. Grâce aussi à des trajectoires à moindre bruit. Et ce que l'on vise, nous, aujourd'hui, en 2037, c'est un IGMP, malgré l'augmentation du trafic, et pour arriver à ces 35 millions de passagers, on vise un IGMP qui serait vaguement celui de 2014, sans prendre en compte là-dessus la capacité qu'aurait le SNA de nous livrer des avions en descente douce. Donc on aura forcément un IGMP qui devrait être probablement en dessous de celui de 2014. Donc finalement, en 2037, et sans prendre en compte le progrès technique. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que au pire, en 2037, l'IGMP sera de celui de 2014, mais au mieux, il pourrait être bien moindre. Voilà. Et puis donc le dernier point, pour nous, il est important de respecter le PEB. Il faut remarquer une chose, c'est que la prévision en 2037 ne remet pas en cause les hypothèses du PEB existant. C'est donc bien dans ce PEB qu'on se projette. Et par contre, si l'État veut revoir le PEB existant, eh bien, nous serons très favorables à ce qu'il le revoie, mais pour l'instant, en tout cas, le terminal P4 se ferait dans le PEB existant. Alors, sur les aspects enjeux et impact potentiel sur la qualité du climat et de l'air, je pense qu'il faut là-dessus voir deux volets. Il y a un volet sol et un volet en l'air. Voilà. Le volet sol, clairement, nous, ce que l'on dit, on va arriver à diminuer l'émission de gaz à effet de serre au sol. Alors, quels sont les moyens? D'abord, on a vu l'électrisation de tout ce qui est la flotte des véhicules. Ensuite, on est en train de travailler sur des temps de roulage qui sont en diminution. Et avec le T4, vous voyez qu'il est au centre de la plateforme, eh bien, on aura plus facilement accès soit sur les doublés Est, soit sur le doublé Nord, soit sur le doublé Sud. On en travaille également à électrifier le roulage. Vous savez qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'expérimentations qui se font. Et ensuite, un point qui est très important, c'est l'exploitation des aéronefs en stationnement totalement à l'électrique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'avions qui utilisent la PLU. Maintenant, à CDG, l'ensemble des passerelles sont équipées de 400 Hz, c'est-à-dire la capacité de tout faire à l'électrique. Voilà.
Donc ça c'est sur les volets sol. Donc ce qu'on vise au sol, c'est d'avoir une diminution de notre empreinte énergétique. Et côté vol, eh bien, le côté vol, nous on dit, on s'inscrit totalement sur la politique Corsia de l'OACI, c'est-à-dire être à neutralité carbone à partir de 2020, grâce au progrès technologique, grâce à l'utilisation de plus en plus, une utilisation croissante des biocarburants et bien entendu grâce à des trajectoires moindre bruit. Sur la partie eau et biodiversité, alors sur la partie eau, nous avons mis en place un schéma directeur des eaux pluviales pour augmenter nos capacités de traitement des eaux, notamment capacité du fait de l'imperméabilisation en partie du ou terminal T4. Et puis, une fois que ces eaux sont traitées, notre capacité à la rejeter d'une part vers la Seine, d'autre part vers la Marne, de manière facilitée. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, nous allons creuser une tranchée de CDG jusqu'à la Marne pour rejeter l'eau retraitée. Donc, c'est plus de 200 millions aujourd'hui d'investissement sur le retraitement d'eau que représente ce schéma directeur des eaux pluviales. Sur la biodiversité, deux choses. Je vous ai dit, pas de consommation de terrains agricoles, ça c'est le premier point. Deuxième point, on a déjà identifié des zones de compensation, des éléments qui seront imperméabilisés du fait du T4. Alors, imperméabilisation ou plutôt compensation sur la plateforme aéroportuaire, mais également à travers des projets collectifs d'intérêt général en dehors de la plateforme. Alors, les enjeux socio-économiques du projet, je crois qu'il y a deux phases. Il y a une première phase qui va être la phase de chantier, donc qui va s'écouler, on va dire, de 2020-2021 jusqu'à 2037. Donc ça va être un immense chantier, Paris CDG, de 2020 à 2037, évidemment par phase, mais ça va être un immense chantier. Alors, là on estime qu'il y aura 4000 à 5000 emplois pendant toute cette période générés par le T4. Par le terminal 4, parce que le T4 c'est aussi, on dit plus le T4, c'est le gaz qui était utilisé pendant la guerre, donc c'est le terminal 4. Et puis la deuxième phase, c'est l'exploitation régulière de ce terminal, et nous, on estime aujourd'hui que ça va générer 50 000 emplois supplémentaires. Alors, ces chiffres sont contestés. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que Orly, c'est un peu plus de 50 000 emplois, et ce qu'on peut voir, c'est que aujourd'hui, 35 à 40 millions de passagers supplémentaires, c'est plus qu'Orly. Voilà. Donc c'est discutable, mais en tout cas nous on y croit. Et ce qui est important et fondamental pour nous, c'est que ces emplois soient essentiellement pour les enfants des habitants de nos territoires. Alors pour cela, on est en train, et vous connaissez ma fibre sur la formation, on est en train d'imaginer quels pourraient être les emplois du futur, leur nombre, et comparer ça avec les capacités de formation de nos territoires. Et si on a un écart, et je vous rassure, il y aura un écart, on est en train de pousser un certain nombre de décideurs pour mettre en place ces institutions de formation pour être certains qu'elles répondront bien aux emplois du futur. Nous-mêmes, groupe ADP, nous allons, avec une école qui m'est chère, l'ENAC, développer un CFA des métiers du transport aérien, CFA des métiers d'aéroportuaire. Et ce que l'on pense faire, c'est qu'à partir de ce CFA des métiers de l'aéroportuaire, ce qui est assez logique pour le groupe ADP, c'est de créer avec le CFA des métiers de l'aérien, ainsi qu'avec un institut qui est en train de se développer à Meaux, l'Institut de l'aéronautique et de l'espace, ou l'académie, je crois, pour ne pas faire c'est pas un institut, c'est une académie de l'aéronautique et de l'espace, qui est en train de se développer à Meaux, une académie du transport aérien. Et pour répondre à ces besoins de ces nouveaux emplois. Nous faisons aussi en sorte que les PME et TPE, nous organisons les PME et les TPE du territoire, des territoires, pour pouvoir répondre à nos appels d'offres, parce que vous savez qu'on est toujours obligé de travailler avec le Code des marchés publics, et donc de pouvoir répondre à des appels d'offres et se positionner sur un certain nombre d'activités d'aéroport de Paris, plutôt relatif au Terminal 4. Alors,
Le terminal 4, et ça c'est un des points, j'allais dire essentiels, que nous ont remonté les riverains, puisque avant même de se lancer dans cette concertation, nous avons interrogé notre rivalité, et parmi un des points essentiels, outre les nuisances dues au bruit, il y a l'accessibilité à la plateforme. Tout le monde nous dit, c'est un point noir de CDG, et je vous le confirme, c'est un point noir de CDG. Je le vis très mal tous les matins de 7h30 à 9h30 à peu près. Donc c'est un point noir de CDG, et grosso modo, si vous créez 50 000 emplois supplémentaires, comment feront les habitants du territoire pour se rendre à CDG? Donc on travaille énormément là-dessus, j'allais dire sur trois grands domaines, donc sur trois grands axes. Le premier, travailler à l'amélioration du routier. Alors aujourd'hui, CDG, c'est 80% de personnes qui viennent de l'ouest et 20% de l'est. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, on travaille avec l'État pour ça et on va le faire d'ailleurs, c'est le bouclage de la francilienne par le nord, ce qui permettra d'arriver indifféremment par l'est et par l'ouest, ce qui nous permettra d'ailleurs de ségréguer peut-être les terminaux 2E, 2F des terminaux OPCD, donc c'est le premier point. Travailler également sur l'acheminement des passagers via les réseaux ferrés. Alors pour cela, on travaille, même si vous entendez le contraire dans la presse, sur l'amélioration du RERB. On va mettre quand même 500 millions dans le RERB du fait de l'arrivée du CDG Express. Donc l'arrivée du CDG Express, bien entendu, en 2024. Et puis en 2030, l'arrivée de la ligne 17 du métro. Donc 2024 au Bourget pour les Jeux Olympiques, en 2030 à Paris CDG. Ouais. En plus de ces éléments donc, routiers et ferrés, on travaille sur des projets de substitution de la voiture individuelle par des bus. On travaille notamment avec Mobilité Île-de-France là-dessus. C'est comment je peux substituer un certain nombre de voitures individuelles, puisqu'en fait, il y en a 80% des personnes qui viennent aujourd'hui à Paris CDG qui viennent en voiture individuelle. Donc comment je vais pouvoir substituer ça avec des moyens, des réseaux de cars et de bus, et on travaille là-dessus avec Île-de-France Mobilité, et puis des projets comme des projets de covoiturage que l'on met aujourd'hui en place à grande échelle grâce à tout ce qui est technologie digitale. Alors, les acteurs de projet, quels sont-ils? Bien entendu, on ne va pas réussir tout ça tout seul, c'est pas possible. Donc, on compte bien entendu sur les acteurs principaux qui forment l'économie du transport aérien, l'économie de l'aéroportuaire sur Paris CDG, que sont bien sûr les compagnies aériennes, mais également tout ce qui est fret, tout ce qui est handler, les acteurs locaux, et on travaille, vous l'avez vu, finement avec les collectivités, les acteurs socio-économiques, notamment le GIP dont je vous ai parlé, le GIP emploi, les habitants du territoire, c'est pour ça que d'ailleurs nous faisons ces concertations publiques, et puis bien entendu les services de l'État, et là vous les connaissez mieux que moi, en premier lieu la Direction Générale de l'Aviation Civile, mais également la Direction Régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie, et puis tout ce qui est relatif à l'aménagement. Et bien entendu, le préfet de région est un des acteurs essentiels du terminal 4. Vous avez vu que le préfet Cadeau s'est fortement impliqué dans le CDG Express, et il s'impliquera entendu fortement, notamment sur l'aspect mobilité sur le terminal 4. Voilà, donc c'est grosso modo ce que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, nous, ce qui nous intéresse, et c'est l'une des raisons de ma présence ici, outre le fait que je suis très content de vous retrouver pour la plus grande part. Nous avons devant nous, lors de ces concertations publiques, en face de nous, nous avons des riverains qui sont résolument contre le terminal 4. Nous avons des élus dont le courage n'est pas forcément la plus grande des qualités, qui, à l'approche des élections, sont en train de hurler avec les loups. Au mieux, ils se taisent, au pire ils hurlent avec les loups, et ils hurlent, je peux confirmer qu'ils hurlent. Et face à ça, il nous faut nous mobiliser ceux qui d'abord ne disent rien alors qu'ils sont plutôt courts, ou certains d'ailleurs, moi j'ai déjà fait deux réunions de concertation dans lesquelles, lorsque les salles n'étaient pas chauffées à blanc, et qu'on donnait le micro à n'importe qui, à n'importe quelle personne qui venait s'informer, elle disait moi j'étais plutôt contre, mais vu ce que ça va impliquer pour l'emploi de mes enfants, de mes petits-enfants, je suis pour.
Et donc c'est donner la parole à ces gens-là, et puis mobiliser notre communauté aéronautique et aéroportuaire. Donc on est en train de travailler avec le GIFAS, on va travailler avec la FNAM, mais tous ceux qui spontanément ont quelque chose à dire sur le terminal 4 sont les bienvenus. On a aujourd'hui un site internet qui est ouvert et dédié au terminal 4. Si vous voulez laisser un témoignage, remplir un cahier d'acteurs, on se fera un grand plaisir de nous fournir pour que vous le remplissiez et que vous disiez ce que vous représentez. Et ça pèsera tout ça dans la concertation et le choix final de l'aéroport de Paris. Voilà, je suis ouvert à toutes les questions. Merci pour cet exposé extrêmement concentré, mais plein de sens et passionnant. Est-ce qu'une des questions qui évidemment va émerger tout de suite, c'est on parlait du climat, mais en parlant des émissions sonores, la question, non pas du couvre-feu, puisqu'il n'y a pas de couvre-feu à Roissy, mais des restrictions nocturnes, est-ce que c'est un sujet sur lesquels vous réfléchissez? Ça, c'est une première question. La deuxième, tu parlais de neutralité carbone pour l'activité aéroportuaire, parce qu'évidemment, l'immense majorité de l'impact des gaz à effet de serre du transport aérien, c'est la réalisation des vols, c'est pas l'activité aéroportuaire. Je pense que ça rapporte de 1 à 2% versus les 100% des compagnies aériennes. Quand tu parles de neutralité carbone, quel est le périmètre? Est-ce que ça inclut les déplacements de et vers l'aéroport, ou est-ce que c'est simplement le périmètre du groupe aéroport de Paris? C'est pas extrêmement. Sûrement pas. Et puis sur l'IGMP, un sujet que je connais bien, quelques-uns dans la salle. Le P, c'est le P pondéré, donc chaque mesure de bruit est pondérée par la tranche horaire, les trois tranches horaires qui existent. C'est un bruit nocturne, c'est une mémoire qui pèse 10 fois plus dans l'indice qu'un bruit dur. Mais tu faisais un rapprochement avec les approches continues, descente continue. À moins que ça ait changé, les réseaux de micros qui mesurent, qui servent à bâtir les GMP, ils sont quand même très proches de l'aéroport. Je n'ai pas l'impression que la descente continue et un gros impact là-dessus. Donc voilà quelques points que je notais à la sagacité. Oui, alors, sur le cœur de nuit, pour nous, c'est très important qu'on n'ait aucune restriction et on va se battre en ce sens. On a, pas plus tard que ce matin, on est en train d'éplucher les amendements de la loi Pacte. Dans lequel il va être inscrit qu'il va avoir un coût confirmé hors lit ainsi que les 250 000 mouvements. Donc il est hors de question qu'on se fasse rattraper là-dessus. Alors c'est pour ça qu'on essaye de travailler effectivement, activement, sur le cœur de nuit. Force est de constater aujourd'hui sur le cœur de nuit que, rapidement, la règle est la suivante. Sur le cœur de nuit, les créneaux non épuisés par les compagnies aériennes sont perdus. On les perd au fur et à mesure d'année en année. Alors, aujourd'hui, par contre, on en est aujourd'hui à 17 000 créneaux cœur de nuit. Les compagnies aériennes nous disent, nous, on a un vrai problème, c'est qu'on n'arrive plus à accéder à des créneaux cœur de nuit à CDG, c'est-à-dire qu'ils sont tous utilisés, donc on a 17 000. Force est de constater, et les riverains le constatent en tout cas, ils nous disent, nous, ce qu'on sent, c'est qu'il y en a beaucoup plus que 17 000, ils ont raison, il y en a 20 000 aujourd'hui de vols de cœur de nuit. Donc on est en train de travailler sur les 3 000 qui viennent en excédent. Ces 3 000 en excédent, on a un problème avec une grande compagnie qui maîtrise peut-être mal l'heure d'arrivée. Donc on est en train de voir avec eux, avec elles, comment travailler. Grosso modo. Qui arrive trop tôt le matin, c'est ça que tu veux dire? Oui, alors quand c'est 5 ou 10%, c'est pas très grave. Quand c'est 40%, ça commence à être très très gênant. Donc voilà, on est en train de travailler avec cette grande compagnie pour voir comment on pourrait améliorer les choses, justement pour ne pas se faire entraîner dans une logique où on pourrait amener de fait de la montée là-dessus des riverains à des restrictions sur un certain nombre d'avions au cœur de nuit, qui nous amènerait elle-même cette restriction à automatiquement une étude équilibrée, approche équilibrée, dont on sait qu'elle finit à Bruxelles. Et dont on sait qu'on n'a pas forcément des copains. Et notamment, les Anglais seraient peut-être ravis qu'on ait des restrictions de cœur de nuit à Charles de Gaulle. Et ça, on n'en veut pas. Voilà. Donc,
on se bat là-dessus, et ça, il faut à tout prix qu'on arrive à travailler finement avec cette grande compagnie pour qu'on n'ait plus 3000 créneaux, enfin 3000 vols qui arrivent avant 5h30 du matin. Pourquoi ils arrivent? Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, quand je disais on vise la neutralité, on vise un peu mieux que la neutralité, on vise sur tout ce qui est sol à avoir une diminution des émissions de gaz à effet de serre et de carbone. Et ça compte le roulage. Oui, mais ça, c'est sur le périmètre aéroportuaire, ça n'inclut pas les années de la manière dont les gens se rendent à la... Non, là non. Donc, par contre, c'est bien l'activité aéroportuaire. Et il y avait un troisième volet à ta question. C'était sur l'IGLP, sauf à ce que le réseau de capteurs ait changé, je pense que les descentes continues sont très, très efficaces pour réduire le bruit à moyenne distance, mais qui n'est pas celui du périmètre de l'IGLP. Oui, non, tu as raison. C'est-à-dire que une fois qu'on est sur l'ILS, on gagne beaucoup moins. Si ce n'est que les traînées, tu sais que sur l'ILS, il y a une partie où d'interception, alors qui doit durer de mémoire au moins 30 secondes à 1 minute, dans lequel tu saurais traîner. Bon, alors je sais plus comment on appelle ça, à force de piloter, cet axe-là, peu importe. L'axe avant la descente. C'est l'interception du blind à l'horizontale. C'est l'interception du blind à Turin. Voilà, et alors justement, c'est dans cette partie que tu mets les traînées. Or, une grande partie du bruit, aujourd'hui des avions, vient du bruit aérodynamique. Tout à fait. Donc l'idée est là, avec les approches des descentes continues, c'est de sortir les traînées assez tard et tu es en descente permanente. Donc tu n'as plus ce palier de stabilisation. Voilà. Donc on va gagner sur la partie aérodynamique, bruit aérodynamique également. Oui. Oui, le bilan sur la biodiversité de ce chantier. Alors, comme je le disais, c'est 167 hectares qu'on va imperméabiliser. On a déjà des zones de compensation qu'on a trouvées au sein de l'aéroport. Et on a un certain nombre de zones de compensation, donc des zones qui étaient a priori dans lesquelles on avait un certain nombre de constructions qu'on va déconstruire pour recréer la biodiversité. D'accord. Voilà. Donc ça devrait être neutre et il n'y a pas un danger. C'est forcément neutre. Oui, qu'il y ait une espèce particulière qu'on trouve. Non, ça bon. Ça viendra dans le cours du débat écologique. Non, tu as raison. On a découvert. On a découvert et donc on a dit on va les recréer ailleurs. D'accord. Sur l'aéroport. Donc ça c'est déjà. Et ça c'est la partie qu'on voyait. Donc là cette année on va prendre la décision, on espère y aller. Et de 2019 à 2020, on va faire tout ce recensement qu'on a déjà fait en fait. Donc c'est ravi. Et on a déjà prévu les endroits où on les reconcentrerait. D'accord. Voilà. Je peux te permettre. Et au niveau de l'archéologie préventive 4.0 pour le DSN, je suis. Je n'ai pas encore entendu parler de 4.0. J'en suis à 2, et moi je l'ai mis à 3. Qu'est-ce que ça Donc ce qu'on appelle le Smart 4.0, c'est l'utilisation des big data, notamment une intelligence artificielle, pour améliorer notre exploitation. Alors, moi, c'est mon grand dada. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai découvert, finalement, et que je n'avais pas découvert à Marseille au demeurant, et que j'ai découvert à Paris, c'est qu'un gestionnaire aéroportuaire, c'est un gestionnaire de flux de passagers. En fait, l'aéroport, c'est un grand trou noir. On absorbe en pointe 250 000, 260 000 passagers. On veut qu'ils restent finalement le moins longtemps possible, suffisamment longtemps pour qu'ils puissent consommer. Voilà, mais ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a un directeur du retail pour ça. Mais donc, suffisamment pour qu'ils puissent consommer, mais assez rapidement pour qu'ils puissent partir. On n'en veut pas. Et l'investisseur, quand ils arrivent, il faut qu'ils repartent. Et ce qu'on cherche à faire, c'est effectivement avoir cette activité de flux continu. Bon. Alors ça va vous paraître un peu fou, donc on regarde tous ces flux jour par jour, mais on ne sait pas, moi à un moment où je vous parle, on est toujours en mode pompier sur l'aéroport, c'est-à-dire que, alors pour vous donner un ordre d'idée, supposons qu'on loupe 5% de nos passagers, et il y a 5% d'entre eux qui loupent leur avion. On se retrouve avec 15 000 personnes dans les terminaux. On ne sait pas faire. La capacité aujourd'hui hôtelière autour de Roissy, c'est 6 000. Donc on n'a pas le droit de se tromper
à 5%. Il faut qu'on se trompe maximum à 1%. Et là, au moment où je vous parle, c'est simple. On attend constamment la catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours en situation, à un temps T donné, de se dire, bon, voilà, il y a des avions qui vont arriver et on ne connaît pas finement les flux. Et ça, je m'en suis aperçu lorsque je suis arrivé à CDG, j'ai voulu faire à la DEPAF le même coup que j'avais fait à Orly. La DEPAF qui nous disait, on n'arrive pas, on n'a pas assez d'obètes, etc. Donc je leur avais dit, bah chiche, vous savez ce que je vais faire, moi je vais vous donner les flux de passagers heure par heure, et puis en faisant les comptes bêtement avec des règles de 3, rien de très évolué, je vais vous dire combien il faut tenir d'obètes. Et puis par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais me monitorer heure par heure la tenue des obètes. Et donc du coup, comme par hasard, les choses se sont beaucoup améliorées à Orly quand on était là-bas, mais à Orly, finalement, les prévisions sont plus simples à faire. Alors pourquoi? Parce que les avions ont moins de retard. Le transport aérien, c'est un processus, et André il dirait mieux que moi, c'est un processus qui est stochastique, et donc les avions partent plus ou moins à l'heure, mais arrivent rarement à l'heure. Et donc de fait, les prévisions que je pouvais donner à la DEPAF à Roissy, ils me disaient vous êtes sympa, mais elles s'en foutent à 40%. Parce que les avions ne sont pas à l'heure, donc les flux de passagers que je leur donnais étaient faux à 40%. Donc l'idée c'est de dire quoi? C'est de dire, aujourd'hui j'ai une base de données, arrivée-départ, origine-destination de l'ensemble de nos passagers, avec a priori une heure de départ et une heure d'arrivée. L'heure de départ c'est bien, en général l'avion au départ n'est pas supposé partir en retard, et donc les passagers doivent arriver à l'heure. L'heure d'arrivée par contre, elle est immédiatement changeante. Mais par contre, si j'arrive à coupler cette base de données avec la base de données Eurocontrol ou au pire Flight 24, je connais l'heure précise d'arrivée de l'avion. Et ça, je la connais 2 heures à l'avance. Si je couple cette deuxième base de données avec une troisième base de données qui est la base de données d'affectation des compagnies aériennes, ou plutôt des avions aux portes, je suis capable de dire 2 heures à l'avance, de connaître les flux de passagers dans l'aéroport 2 heures à l'avance sur chacun des processus aéroportuaires, puisque finalement le retard qui est créé, le retard qu'on constate, les bouchons qu'on constate, les points d'accumulation, c'est parce qu'à un certain moment, nous n'avons pas, collectivement, mis assez de personnes ou assez de ressources sur nos processus aéroportuaires. Et ça, c'est le problème du temps réel. Voilà. Et le temps réel, en fait, il n'est pas bon, parce qu'il nous faut au moins 2 heures pour réagir correctement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la DEPAF, de temps en temps, ils attendent qu'il y ait beaucoup de monde dans la queue pour armer les obètes. Et donc, ils me disent, mais ouais, mais on ne va pas les armer avant, ça ne sert à rien de les armer avant, puisqu'il n'y a personne. Et donc, on est obligé de reprendre les cours élémentaires du siphon et de l'eau. C'est-à-dire que si vous avez un gros siphon, si vous mettez beaucoup d'eau, ça passera. Si vous mettez un petit siphon à un certain moment, l'eau va s'accumuler. Et puis vous pouvez toujours remettre un gros siphon derrière, l'eau sera toujours là. Et voilà, bon, voilà. Et donc ça, pour ça, il nous faut des outils qui nous permettent de prévoir 1 heure ou 2 heures. Et donc, c'est ça le 4.0, c'est l'utilisation de la big data. Alors après, bien sûr, je vous ai parlé de ces 3 bases de données, mais si on rajoute la 4e avec le nombre de passagers qu'on prévoit à un moment donné sur l'aéroport, enfin au départ, donc a priori dans l'aéroport, dans les aérogares, et que je couple ça au nombre de voitures en fonction de l'IA, je sais aussi le nombre de voitures. Et donc je sais aussi ce qu'il faudrait que je fasse pour améliorer tout ce qui est circulation 2 heures ou 3 heures à l'avance. Voilà. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais je poursuis quand même. Est-ce qu'il n'y a pas, dans tout ce que tu nous présentes, on ne voit pas d'aérogare? J'imagine qu'ADP a déjà une idée de quel type d'aérogare va-t-elle construire. Et est-ce qu'on intègre justement la desserte routière des terminaux, qui est toujours un point extrêmement délicat, par les voitures d'un côté et par les avions de l'autre? Et est-ce que c'est volontairement que vous dites, ben là, voilà, le T4 sera là, mais ce qu'il y a dedans, on n'en sait rien? Donc j'imagine que vous en savez déjà quelque chose. Alors, nous, on sait quelque chose, on a des avis, les compagnies aériennes n'ont pas le même avis que nous. Une grande qui n'a pas forcément le même avis que nous, elle est plutôt dans une logique, c'est super, on fait quelque chose du genre Atlanta avec des satellites, et nous, on est plutôt pour des raisons X ou Y, dans une logique un peu concentrée, mais on est en train de converger les uns les autres
vers un scénario qui serait commun. Ceci dit, aujourd'hui, dans le cadre de la concertation, on n'a pas besoin de montrer un plan masse. La concertation, c'est de dire il y a des passagers, etc. etc. Oui. Oui, dans le cadre de la privatisation éventuelle de l'aéroport de Paris, comment ce projet s'intègre-t-il? Parce que j'ai vu pas mal de choses là-dessus, notamment que ce terminal T4, ça va être un très grand centre commercial, déjà. Je ne sais pas si ça aiderait. Et petite question pour finir, c'est quoi cette grande compagnie qui me semble poser? Alors, elle ne nous pose pas les problèmes. On a des problèmes communs qu'il faut qu'on résolve ensemble. Voilà. Donc, et je pense partenaire complètement. aux Pays-Bas, peut-être, on ne sait pas. Ouais, peut-être. Et en tout cas, il faut à tout prix qu'on arrive à résoudre ces problèmes en commun. Alors, ensuite, sur la partie centre commercial, pas centre commercial, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On a aujourd'hui finalement deux types de terminaux dans le monde. On a des terminaux qui sont intégrés, concentrés. Alors, on en trouve plein du côté de l'Asie, hein, à Hong Kong, à Changi. Et puis, on a les terminaux qui sont plutôt sous un mode satellite. Et là, on les trouve plutôt du côté des États-Unis. Atlanta étant l'exemple numéro 1. Bon, voilà. Donc, en fait, il y a ces deux modèles qui s'opposent. Voilà, donc on va voir comment on en sortira sur le T4 de CDG. Aujourd'hui, sincèrement, on a encore des discussions avec ces grandes compagnies. Voilà. Mais peut-être aussi que ces grandes compagnies nous diront au bout du compte, je ne veux pas être seul au T4. Donc, et auquel là, ça changera effectivement le paradigme. Voilà. Oui, au cas, j'ai compris que c'est un 10, mais ensuite, c'est quoi IGMP pour celui qui... C'est une grande formule mathématique, mais voilà, en fait, c'est un indice qui te mesure sur l'année le volume sonore, qu'on a fixé en bas 100 à 100 sur la moyenne des années 2000, 2001, 2002. Alors, IGMP, ça veut dire indice, je parle sous le contrôle de ceux qui connaissent dans la salle aussi, indice global, mesuré, pondéré. Mesuré par, on mesure le bruit, ce n'est pas un bruit certifié, c'est un bruit mesuré, et pondéré par 1 pendant le jour, 3 en soirée et 10 pendant la nuit. Mais c'est pas conceptuel, c'est quelque chose de mesuré. Mesuré. Bon, Est-ce que on voit bien que le principal enjeu contre ce projet, c'est des enjeux environnementaux, parce que sur les questions d'emploi, de collectivité, personne ne va dire bah non, c'est pas intéressant. Est-ce que on voit bien que les enjeux environnementaux sont de nature, les enjeux environnementaux locaux? Oui, je dirais que secondairement qualité de l'air, mais encore que ça. Et puis il y a l'enjeu environnemental, changement climatique, qui n'est absolument pas local, puisque le changement climatique est global. Et on sait bien que la menace sur le développement du transport aérien, elle vient du changement, essentiellement du changement climatique. Et est-ce que dans les premières réunions de concertation, je disais que les qualifiaient d'assez chaudes, est-ce que ces deux préoccupations sont à peu près équivalentes, ou est-ce que la ligne qui pèse plus lourd que l'autre? Parce que bon, on peut dire que les avions sont de moins en moins brillants, mais pour le moment, la croissance des émissions du transport global est encore là. Est-ce que ça se répartit à peu près également, ou est-ce que le bruit l'emporte, pour dire un peu les choses? Sachant que ce n'est pas le terminal qui fait du bruit, ni les passagers, mais forcément ce sont les avions qui vont servir à alimenter ces à faire voler ces passagers. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les riverains qui sont devant nous ne sont pas dogmatiques. Donc, alors, il y en a quelques-uns qui représentent des tendances quelquefois un peu politiques, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des riverains et qui sont contre la croissance du transport aérien de manière générale. Mais si on met cela de côté, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'ils sont minoritaires. Ce qui importe nos riverains aujourd'hui, c'est l'aéroport fait du bruit. Va-t-on avoir une nuisance complémentaire, supplémentaire en croissance? Et donc ce qu'on répond aujourd'hui, si on en croit l'IGMP, pas plus qu'en 2014, et ce qu'on dit, c'est qu'en accompagnant de mesures tout le terminal 4, enfin tout ce qu'on imagine dans le terminal 4, on sera capable, et en termes de bruit, et en termes
d'émissions de gaz à effet de serre d'être meilleur que ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Oui, je voudrais faire une remarque. On a parlé de la forte croissance du trafic aérien en nombre de passagers. Le nombre de mouvements a de bonnes raisons de croître beaucoup moins vite que le nombre de passagers. Ces dernières années, on a eu à la fois une très forte augmentation des coefficients de remplissage et également une forte augmentation de la capacité moyenne des avions. On peut, je pense, se poser des questions sur une asymptote en matière de coefficient de remplissage, mais la tendance à la croissance de la capacité moyenne des avions, il y a d'excellentes raisons pour que ça continue. Et là où ça a le plus d'effet, ce n'est pas les gros avions, c'est les petits avions. C'est les petits avions qui ont un grand nombre d'atterrissages et de décollages. Et c'est l'augmentation de la capacité moyenne des petits avions qui est tout à fait déterminante sur l'augmentation du nombre de mouvements. Le vrai problème, c'est que la croissance en passagers est de l'ordre de 5%, que l'efficacité moyenne des flottes mondiales s'améliore en émissions rapportées à chaque passager, ou en consommation de carburant, donc en émissions rapportées à chaque passager, et de 2%, et encore c'est plutôt 1 à 2%. Donc aujourd'hui, les émissions du transport aérien augmentent de 3% par an, malgré tous les effets. Enfin, s'il n'y avait pas d'effet favorable de remplissage, de modernité des avions, les émissions augmenteraient de 5%. Elles n'augmentent que de 2-3% parce qu'il y a cette efficacité-là, toute cause confondue. Donc, alors, le projet Corsia que tu évoquais, c'est pas la neutralité carbone, c'est la neutralité de la croissance, c'est carbone neutral growth. Oui. Donc les États et les compagnies, il y a à peu près 70 qui ont parlé de Corsia, conduiront à ce que la référence 2020 étant établie, que tout le développement au-dessus se fera à croissance neutre en carbone. Mais le stock, il continuera oui, bien sûr, à cracher tous les ans. Les avions rejettent encore de l'émission de Une question à Alvarez, je crois. Oui, la question des accès me paraît quand même de traiter de manière un petit peu sommaire, parce que déjà aujourd'hui les transports en commun pour accéder à CDG sont quand même assez rudimentaires et assez chargés en général. Et là, on voit très bien ce qu'il y aura comme amélioration. Aujourd'hui, le RERB est ce qu'il est, on le regrette, mais c'est comme ça. On fait tout, croyez-nous, pour essayer de faire en sorte que la RATP améliore ce RERB, qui est souvent en panne, qui en temps en temps il est en panne, et puis on met des bus de substitution. Et c'est pour ça qu'on se dit c'est très important d'avoir le CDG Express. C'est fondamental. Il est aussi fondamental pour éviter les bouchons qu'on équilibre l'accès est-ouest, et l'équilibrage se fera effectivement par le bouclage de la francilienne. Voilà. Et puis le dernier point, parce qu'on a vraiment conscience qu'il y a un certain nombre de personnes ne viendront pas travailler à CDG si on n'améliore pas les accès. Le dernier point, c'est de substituer, et on y croit énormément, et on a un certain nombre de projets, pour les salariés, la voiture individuelle par du covoiturage. Et ça marche plutôt très bien. Voilà. Donc, encore une fois, les accès et l'accessibilité a été mis un des points après les nuisances sonores les plus importants pour notre riverainté, et on y travaille. D'abord sur les accès principaux, et puis après j'ai pas fait un focus sur la partie plateforme, mais on va améliorer très grandement les accès sur la partie plateforme en ayant des dessertes du T1, du T2 et du T4 totalement indépendants l'une de l'autre, et par l'est et par l'ouest. Alors, moi je voudrais quand même vous rappeler qu'il me semble avoir vu il n'y a pas très longtemps que le périphérique actuel de Paris serait un petit peu transformé plutôt en boulevard aménagé, et que le nouveau périphérique serait la 86. Or la 86, on sait qu'elle est complètement saturée. Et la francilienne, elle est à certaines heures complètement saturée aussi. Donc je trouve un peu curieux qu'on fonde
une activité d'accès en 2037 Ben oui, voilà. à CDG sur des réseaux routiers qui aujourd'hui, aux heures de pointe, sont quand même assez encombrés. D'où l'intérêt du CDG Express pour nous, et c'est pour ça qu'on est en train de se battre, vous le voyez dans la presse, pour que c'est possible en 2024 et pas en 2000, je ne sais pas combien. Et puis là où nous font beaucoup d'espoir, c'est la ligne 17 du métro. Si on a la ligne 17 du métro, de RERB et ainsi que le CDG Express, je pense qu'on va très nettement améliorer l'accessibilité de la plateforme de CDG, ça on en est certain. La ligne 17, c'est celle qui va de la Défense, Carrefour Pleyel, Roissy, c'est ça? Non, c'est celle qui arrive en 2024, donc c'est une nouvelle qui va jusqu'au Bourget en 2024. Puisqu'en fait, le Bourget sera le centre pour les JO, effectivement, ça sera un centre de regroupement soit des journalistes, soit des villages olympiques. Elle ira cette ligne en 2024 au Bourget, 2030 sur CDG. Et elle finira ensuite au-dessus de J'avais en tête qu'il y avait une ligne qui permettrait de faire la Défense Roissy direct, et qui, avec un point de connexion qui serait du côté de Carrefour Pleyel. Alors je ne sais pas très bien Carrefour Pleyel par rapport à Roissy, mais ça ne doit pas être très bien. C'est dans l'axe. 14, ce serait prolongé jusqu'à. C'est dans l'axe Carrefour Pleyel. C'est pas assez arrêté. Oui, juste une précision, là, je regarde le plan de circulation, la 104, elle boucle bien complètement, elle passe au nord de Roissy. Quelle est cette modification? Il y a un bout à l'est qui n'est pas le bout à l'est, c'est pas. Non, là, ce qu'on a sur la slide, c'est le futur. Non, parce que là, sur. Non, il y a toute une partie à l'est, il n'y a absolument pas plus. On a une route à deux voies, quelques kilomètres à l'est. C'est ça. Pour avoir emprunté des milliers de fois, je parlais. Je confirme. C'est pas du Strobo, alors. Non, c'est voir. Le bouclage, il est fait, mais c'est pas. Non, il n'est pas fait, le bouclage n'est pas fait. Il n'y a pas une voie autoroutière. Aujourd'hui, il n'y a pas de voie autoroutière. Ce que veut dire Maurice, c'est qu'aujourd'hui, elle est à deux voies, donc elle n'est pas. C'est pas une autoroute, on va dire. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de bouclage. Non, mais la route existe. Il n'y a pas d'autoroute. Sur quelques kilomètres, il n'y a pas d'autoroute. Et donc l'idée qu'on en a, c'est si on fait une ségrégation est-ouest, en tout cas ségrégation du F, du E et de F par l'est, les voitures qui arrivent par l'ouest font un tour pour revenir ensuite prendre le EF. Donc là aussi, on va ségréger et on diminuera énormément le nombre de véhicules sur le viaduc. Pour revenir rapidement sur les problèmes de croissance du trafic, en reprenant le raisonnement développé par Alain tout à l'heure, si on admet que en effet on assiste et on va de plus en plus assister à une croissance du nombre de passagers par vol, on peut penser qu'à Orly, même avec un plafonnement maintenu à 250 000 passagers, pardon, oui. 250 000 mouvements. On peut penser qu'il y aura, alors pas pour 250 000, mais enfin qu'il y aura une croissance possible si elle est utilisée par du trafic en ligne. Qui pourrait soulager. C'est le cas. Moi j'ai fait 7 mois à Orly, donc pas très longtemps, mais moi j'ai constaté deux choses. C'est qu'on a aujourd'hui une croissance sur Orly à 250 000 mouvements, mais avec même un nombre de mouvements qui a tendance un petit peu à diminuer, pas beaucoup, peut-être 0,5%, avec une croissance de passagers qui est de l'ordre de 2 ou 3. Donc en fait, c'est uniquement par le nombre moyen de passagers qui augmente. Et j'ai même été surpris en arrivant à Roissy, à CDG, pardon, de découvrir que l'emport moyen sur Orly et sur CDG était vaguement le même. À 10 minutes près. Qu'est-ce que ça offre comme perspective vers 2037 alors? Tout dépendra, j'allais dire, de la façon dont les compagnies aériennes se positionneront. Aujourd'hui, il faut savoir que la zone de chalandise de Orly, c'est bien sûr l'ouest parisien, le sud-ouest et le sud. Et c'est là qu'on trouve les populations qui ont le plus tendance à voyager spontanément. En tout cas, dans les capacités financières, leur permettre de voyager spontanément.
Et eux disent, nous intéresse de partir dedans. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il y a un véritable avenir, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des investissements, et Jean-François peut en témoigner, régulièrement sur Orly. De la jonction, notamment. C'est ça. Oui, comment, toujours dans ce même ordre d'idée d'emploi moyen, d'augmentation de l'emploi moyen, comment vous intégrez l'avenir des très gros porteurs style A380 dans le projet? Alors, on n'a pas parlé du plan masse, mais donc le plan masse sur le camion AT4, qu'il soit en satellite ou en version centralisée, prévoit aujourd'hui, lorsque les postes gros porteurs sont tous codef. Voilà. Ouais, donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc, on se dit, on les a tous mis codef. Si c'est pas du codef et que c'est du code 2, ben, on le fera quand même. Voilà, ils sont tous codef. Les gros porteurs. Bien, donc n'hésitez pas, je vous ferai parvenir à Jean-François le cahier d'acteur, et si vous sentez l'envie de remplir ce cahier d'acteur et de le déposer sur le site Ça fait un peu dans le cadre, grand débat. Voilà. Merci. Merci.